Alors, Madame Ducoté, puisqu'on est dans une entreprise du secteur médical, eh bien là, on va faire témoigner une start-up, c'est-à-dire une entreprise en création dans votre domaine. Et je vais appeler un doctorant de l'école des mines de Saint-Étienne à venir me rejoindre, Monsieur David Perrin, bonjour, qui est en train de créer une start-up qui s'appelle Prédisurge. Alors vous travaillez aussi sur la simulation, mais alors la simulation prédictive, c'est-à-dire que vous allez nous parler du futur. Je vous donne la parole juste pour présenter le projet, et puis après on posera quelques questions. Donc, bonjour à tous, merci à l'ENE et Tuan pour cette opportunité de vous présenter donc ce projet et cette journée qui va être très enrichissante, je pense. Donc, pour établir un peu en fait le panorama du projet, donc je suis plus tout à fait doctorant maintenant, c'est bon, j'ai terminé ma thèse, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Et donc, par rapport aux précédents projets qui vous ont été présentés, donc on va rebasculer de la PME à la start-up et même la start-up avant qu'elle soit créée. Et donc on va rester dans le domaine du médical, donc, comme vous l'avez bien introduit. Voilà, alors on va directement basculer dans le vif du sujet. Que fait Prédisurge ? Donc, je vous ai mis quelque chose qui va peut-être vous faire peur ici, mais donc c'est de la planification préopératoire de la chirurgie endovasculaire des anévrismes aortiques par simulation numérique. Alors, on va décortiquer un peu tout ça. Peut-être ça va vous rappeler des cours de français ou des choses comme ça. On va prendre terme par terme. Donc, on va commencer par la chirurgie endovasculaire des anévrismes aortiques. Donc, c'est une technique en fait qui consiste à insérer une endoprothèse. Donc, c'est une prothèse constituée d'un textile sur lequel sont cousus des stents à l'intérieur d'un anévrisme aortique. Donc, c'est une dilatation de l'aorte qui peut conduire à une rupture du vaisseau sanguin et potentiellement à la mort du patient. Donc, en introduisant cette prothèse qui est comprimée dans une gaine et qu'on vient ensuite relâcher à l'intérieur de l'anévrisme, on vient en fait rediriger le flot de sang à l'intérieur de la prothèse et ainsi limiter l'évolution de cette pathologie. Alors on va ensuite passer à l'aspect planification préopératoire. Donc avant de faire cette chirurgie, le chirurgien va en fait devoir choisir la prothèse qu'il va implanter chez son patient. Alors actuellement, comment ça se passe ? Donc il a un logiciel qui lui permet de visualiser les images médicales de son patient. Il va pouvoir dessus effectuer des mesures géométriques, donc des distances, des angles, mais donc c'est parfois très compliqué, même le plus souvent, car l'aorte, ce n'est pas un simple tube avec un seul diamètre bien droit. Donc, il va falloir qu'il fasse des mesures en 3D qui sont très complexes, qu'il va falloir qu'il ajuste. Et en fonction de ces mesures, il va ensuite piocher dans les catalogues des fabricants la prothèse qui paraît adéquate aux mesures. Donc, ce n'est pas toujours strictement les mêmes mesures. Il faut qu'il choisisse suivant les fabricants, etc. Ensuite, la simulation numérique. Donc ça, c'est vraiment le point fort que je propose au sein de Prédisurge. Donc c'est basé sur ce qui vous a été présenté avant, donc de la simulation par élément fini. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment d'arriver à des simulations sur ordinateur qui soient prédictives de la chirurgie avant même qu'elle ait eu lieu, et ceci de manière à aider le chirurgien à faire son planning préparatoire. Donc je vous l'ai dit, la problématique, c'est vraiment cette phase avant l'opération, hein, où le chirurgien utilise son logiciel pour visualiser les images et faire son choix de prothèse. Alors il y a plusieurs problèmes à cette étape-là. Donc c'est une étape qui lui requiert énormément d'expérience. Donc surtout dans les cas compliqués où l'anévrisme est vraiment tortueux, où il va vraiment falloir qu'il se pose des questions sur le comportement de sa prothèse, comment elle va se plier, se déformer, être chez le patient. Parce qu'une prothèse qui est mal adaptée à un patient, potentiellement, c'est faire revenir le patient au bloc opératoire dans les quelques mois à venir, voire plusieurs années qui vont s'écouler. Et donc un chiffre intéressant, c'est qu'il y a 15% des patients qui reviennent au bloc opératoire suite à cette opération. Et il y a une mortalité de 6 à 7% au bloc opératoire, donc, dont une partie non négligeable est due au choix de l'endoprothèse. Donc l'expérience du chirurgien pour vraiment anticiper le comportement de sa prothèse et les bonnes dimensions est vraiment extrêmement important. Donc c'est quelque chose qui lui prend du temps. Un chirurgien, un radiologue donc, qui fait cette étape-là, lui, ce qu'il aime, c'est principalement aller voir ses patients, voir s'ils vont bien avant, après l'opération.
les rassurer, être au bloc, manipuler, mais c'est une opération, lui, qui ne l'intéresse pas spécialement, au final, le choix de la prothèse. C'est quelque chose qu'il fait parce qu'il doit le faire et qu'il y a de l'impact sur sa chirurgie, mais c'est quelque chose qu'il n'a pas forcément le temps de faire dans son processus habituel, et souvent qu'il fait à des moments chez lui. Enfin, voilà, c'est une étape qui est parfois zappée, et ce qui est vraiment, vraiment dommage. C'est une étape qui peut être imprécise, donc notamment en cas de manque d'expérience, ou même dans les cas les plus compliqués, même le meilleur expert peut se tromper, ou l'endoprothèse ne se comporte pas exactement comme prévu. Et donc ça peut entraîner des complications pour le patient. Et donc c'est une étape qui peut avoir un coût, donc le coût du praticien qui effectue ce planning opératoire, donc qui peut aller jusqu'à 1 heure dans les cas les plus complexes. C'est du temps qui passe au bloc en trop si l'opération se passe mal parce que l'endoprothèse a été mal dimensionnée. Donc s'il passe 2-3 heures en plus au bloc, vous imaginez le coût que ça a avec tout le staff qui est autour. Et c'est un coût si donc, le patient doit revenir ensuite à l'hôpital pour se faire réopérer parce que l'endoprothèse n'était pas adéquate. Donc la proposition de Predisurge, en fait, c'est vraiment d'agir sur ces 4 points, réduire un peu l'impact de l'expérience du chirurgien sur le planning préopératoire, on ne parle pas de chirurgie et d'autres choses, c'est vraiment sur cette étape-là, de réduire le temps que ça lui prend à faire cette étape et le temps qu'il passe donc au bloc à cause de complications préopératoires, de vraiment avoir une prothèse qui corresponde à chaque patient de manière personnalisée, et donc de réduire in fine les coûts donc liés à cette étape-là. Donc ceci, grâce à la simulation numérique, donc vous voyez ici un exemple, donc c'est de en fait faire visualiser aux praticiens, avant que l'opération ait lieu, comment va s'implanter la prothèse chez le patient. Alors maintenant, je vous ai expliqué pourquoi on le fait. Maintenant, comment ça marche réellement. Donc le praticien, si on veut faire une simulation qui soit vraiment personnalisée à chaque patient, il va falloir qu'on se base sur en fait, les images préopératoires de chaque patient. Donc ces images sont toujours disponibles, tous les patients les passent actuellement. Donc il faut qu'il y ait un lien par contre entre le praticien et Predisurge. Il faut que le praticien puisse donner des informations sur la prothèse qu'il veut implanter. Alors ces informations, elles peuvent être plus ou moins précises. Ça peut être, il n'a pas trop le temps, il n'a pas trop d'idées, donc il donne simplement le matériel auquel il est habitué. Ou alors il a une idée très précise de la prothèse, il a fait son travail, mais par contre il veut vraiment valider et vérifier qu'il ne va pas se passer quelque chose qu'il n'a pas prévu. Voilà, donc il faut lui donner cette opportunité de donner des informations sur la prothèse. Ensuite, après Predisurge, donc ça c'est un savoir-faire que j'ai pu développer pendant ma thèse au sein de l'école des mines de Saint-Étienne, dans le centre ingénierie santé, donc qui s'occupe de tous ces aspects biomécaniques, études donc à la fois des prothèses et du comportement mécanique du corps humain, donc où j'ai pu développer une simulation numérique qui est prédictive, donc qui prend en compte les éléments physiques et géométriques de la prothèse et du corps humain. Donc c'est basé notamment sur ce qui vous a été expliqué avant, une simulation par élément fini, très clairement. Donc je ne rentrerai pas dans les détails, mais voilà, c'est un savoir-faire qui est acquis maintenant. Et donc avec les données du scanner préopératoire du patient et les données concernant la prothèse, on est comme ça capable de fournir une visualisation 3D de l'implantation de la prothèse chez le patient et même d'en extraire des critères, on va dire, d'intervention qui peuvent intéresser le praticien. Donc au niveau de ce workflow, en fait, les compétences étaient acquises en termes de simulation numérique. J'ai donc des serveurs de calcul actuellement et du matériel au sein de l'école des mines de Saint-Étienne qui me permet d'effectuer ce genre de simulation numérique. En revanche, un gros chaînon manquant actuellement pour moi, donc c'est tout le lien avec le praticien, tous les échanges de données qui pour moi que j'avais pas. Donc, quand je faisais mes simulations, notamment en thèse, j'avais des scanners qui m'étaient fournis notamment par le CHU de Saint-Étienne, donc avec qui on a une collaboration très forte.
Donc je pouvais travailler en fait dans mon coin. Maintenant, le but, c'est vraiment de fournir ceci aux praticiens. Et donc à ce moment-là, il faut imaginer tout le workflow qui va avec. Et donc c'est là où l'espace numérique entreprise m'a donc beaucoup aidé pour faire en fait ce lien. Donc actuellement, moi j'ai une structure qui est en cours de création, donc pas encore créée. J'ai peu de finances, donc vous savez un peu ce que c'est dans les startups. Hein, on cherche des sous à droite à gauche, et moins on en lâche au début, mieux on se porte. Pas de compétences, alors je ne parle pas sur la simulation numérique, mais donc pour développer un logiciel qui fasse une interface graphique en fait, avec le praticien, et pas les matériels pour coder ce genre de choses. Pas de serveur notamment pour héberger cette solution. Et donc, ce qu'a pu apporter l'espace numérique entreprise, donc, elle accompagne des individus physiques comme moi avant création. Elle prend en charge donc, financièrement le développement d'un prototype. Elle a du personnel dédié et du réseau pour avoir les compétences nécessaires au développement. Et elle a des plateformes et des serveurs disponibles. Donc en fait, ça répondait très bien à mon besoin pour créer en fait ce prototype d'interface graphique entre le praticien et la solution. Donc au niveau de la démarche de développement, comment ça s'est passé? Donc c'est beaucoup d'allers-retours en fait entre moi-même et l'ENE. Donc de mon côté, effectuer le cahier des charges, les données d'entrée en fait, et effectuer des tests. L'ENE a donc géré toute la partie plus plateforme, gestion des données, gestion des profils d'utilisateurs, tout le workflow en fait. Par lequel va passer le praticien. Et donc l'ENE a fait appel donc, pour une partie de compétences qui lui manquait à Surgical, donc, qui est une PME lyonnaise, donc, qui a permis de faire de la visualisation 3D et faire l'interface en fait, avec la simulation que je propose. Voilà. Et donc toute cette démarche a pris environ 6 mois de développement, on a un peu plus là. Mais le prototype, donc, je vais vous montrer quelques images maintenant, est fonctionnel. Donc, alors, hop, on va basculer là. Et donc, c'est de la vidéo. Donc, vous voyez ici déjà, donc ça, c'est ce qui a été fait par l'ENE. Donc, ça permet en fait de gérer les patients, de charger donc, les images médicales, de donner quelques informations, donc, si on veut, sur la prothèse qu'on va implanter chez le patient. Et donc là, on génère en fait toute la partie ici, la base de données avec les utilisateurs, les patients, accessibles par le praticien. Ensuite, donc, il y a une phase que je ne vous ai pas expliquée, mais donc, qui permet au chirurgien de choisir, déjà de visualiser les images de son patient et de choisir quelques points anatomiques qui sont d'intérêt pour lui. Alors, une autre vidéo, normalement. Je suis déjà passé, oui. Voilà, donc très basiquement, hein, mais donc une interface donc, qui lui permet de visualiser les images et d'interagir avec. Et cette interface, donc l'intérêt, c'est qu'elle soit en ligne. Donc c'est une interface accessible sur n'importe quel navigateur web. Et l'intérêt d'avoir ça sur un navigateur web, en fait, c'est que c'est des calculs très lourds en fait, qui vont être faits au niveau de la simulation numérique après coup. Donc, c'est des choses qui ne peuvent pas être directement faites sur un ordinateur quelconque d'un praticien. Donc, grâce à cette interface sur le web, en fait, on va pouvoir ensuite transférer les données sur les serveurs de calcul qui seront vraiment dédiés à effectuer les simulations. Et donc, la dernière vidéo, voilà. Et donc, l'intérêt, ensuite, c'est que le praticien puisse avoir un retour et donc visualiser vraiment en 3D la simulation du déploiement de l'endoprothèse dans l'ordre du patient. Donc vous voyez en blanc ici, donc on aperçoit c'est le textile de la prothèse. Voilà, là vous la voyez vraiment de manière complète. Et donc elle est déployée dans l'ordre du patient que vous avez visualisé justement ici en rouge. Et donc comme ça, le praticien peut vraiment se balader dans la simulation et vérifier que pour lui tout est OK et qu'il peut procéder en fait à la commande de l'endoprothèse pour son patient. Et il a vraiment un lien qui est fait et qui est conservé avec les images médicales, donc il peut vraiment se baser sur les deux pour effectuer son choix.
Voilà, donc le résultat de cette phase d'expérimentation donc avec l'ENE, c'est un prototype d'interface graphique qui est complètement fonctionnel, avec les fonctionnalités qui étaient vraiment voulues, donc la gestion de dossiers patients, la visualisation d'images médicales, un formulaire qui permet aux praticiens de rentrer les données qu'ils souhaitent, et un affichage 3D des résultats de simulation pour qu'ils puissent donc baser son choix d'endoprothèse là-dessus. Et une plateforme en ligne qui permet ainsi de faire la communication entre le praticien et les serveurs de calcul qui sont nécessaires. Et donc, en conclusion, j'ai maintenant une technologie de simulation qui avait déjà été développée et testée, mais en plus, j'ai un prototype d'interface graphique qui permet de faire le lien avec le potentiel utilisateur, et donc qui permettra par la suite d'effectuer des tests auprès de clients potentiels. Donc ça, c'est déjà en fait presque prêt, hein, pour faire des démonstrations, avoir un retour sur les différentes fonctionnalités, l'ergonomie de la solution, et voir si ça les intéresse. Ça peut faire aussi un support de communication, notamment auprès de financeurs, à dire bah voilà, non seulement j'ai la technologie, mais en plus j'ai le prototype qui est déjà prêt. Et donc d'avoir toutes les bases en fait, pour concevoir la version 0 du produit qui sera vraiment commercialisé. Donc des retours sur les fonctionnalités, et en plus les finances nécessaires au développement du produit fini, qui permettra donc de respecter toutes les contraintes réglementaires qu'il y a après derrière. Et donc d'avoir un accès au marché qui soit accéléré. Voilà, merci à tous. On peut l'applaudir, hein. Bon alors, est-ce que vous avez des questions sur les prothèses pour votre aorte? Non, personne n'ose. Alors là, je vais commencer la première et je vais faire la même question que pour Techné. Encore une fois, on voit qu'il y a eu plein d'intervenants sur ce projet. Il y a eu le CHU, il y a eu le prestataire, il y a eu l'ENE, il y a eu... Comment tout ce réseau, cet écosystème favorable à l'innovation, vous l'avez construit et comment vous avez eu accès aux infos pour construire cet écosystème? Alors, les informations, donc, moi je viens de l'école des mines, où il y a une collaboration aussi très forte avec le CHU. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais déjà... voilà, c'était la base de laquelle je suis parti. Et donc ensuite, au sein de l'école des mines, donc actuellement, je suis hébergé au sein de... Alors maintenant, ça a changé de nom, c'est plus le PRD, l'espace... C'est un incubateur? Voilà, c'est un incubateur au sein de l'école des mines. Donc s'il y a des personnes qui ont des projets innovants, de start-up qui veulent y aller, notamment dans le domaine du médical, c'est là-bas qu'il faut s'adresser, sur Saint-Étienne, je pense notamment. Et donc voilà, je suis parti de là, et donc ensuite j'ai rencontré donc au sein de cette structure donc Florence Calero de l'espace numérique entreprise. Et donc c'est là où ça a permis en fait de mettre en branle le processus. Donc moi j'avais un besoin de prototype d'interface graphique, hein, et donc très clairement c'est là où elle m'a dit c'est bon, c'est dans les compétences de l'ENE. Et ensuite donc Surgical Institute avec donc plus les compétences sur la visualisation 3D. Donc ça, c'est justement le réseau de l'ENE qui l'a donné. Donc sachant qu'il y avait Mathis Fliebug, je ne l'ai pas mentionné, mais que je remercie fortement, qui a travaillé donc, sur la partie gestion des dossiers, des patients, etc. Mais donc les compétences en visualisation 3D étaient absentes et ils ont été capables de trouver ces compétences ailleurs. Et donc c'est quelque chose que je n'aurais pas pu faire moi. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions à un jeune start-upper qui fait une entreprise innovante? Monsieur. Bonjour, François Trèves d'Exad. Dans ce genre de choses, il faut segmenter les images, il faut ensuite reconstruire le modèle 3D. Il y a la simu qui est... tout ça, vous le disiez, ça demande énormément de puissance de calcul, de transfert de données et de temps machine. En combien de temps vous faites toute la simu, du choix de le patient vient de sortir du scan à on a choisi une prothèse? Alors, ça va peut-être vous paraître long. Donc actuellement, le process, on est capable de le faire en 24 heures. Donc depuis le scanner, obtenir donc donc ce que vous appelez la segmentation, hein, du scanner pour obtenir en fait le modèle 3D de l'aorte du patient, etc. Et ensuite, donc, comme je l'ai dit, c'est des calculs qui sont très lourds sur des serveurs dédiés. Donc en moins de 24 heures, actuellement, on peut assurer le résultat au chirurgien. Et donc ça peut vous paraître long, mais il faut savoir que dans les cas les plus complexes, les praticiens peuvent demander en fait en fabricant une validation
de leur endoprothèse et qui font en fait par impression 3D d'un modèle de l'aorte de leur patient. Donc il y a la création de ce modèle en plastique sur mesure. Il y a la création d'un prototype de l'endoprothèse, l'envoi du tout au praticien qui doit donc implanter sa prothèse à l'intérieur. Et donc en fait, il y a des délais avant la commande de l'endoprothèse qui peuvent aller jusqu'à 6 mois dans les cas les plus complexes. Et donc ce qu'il faut imaginer, c'est qu'avec ce type de solution, le praticien peut, s'il le souhaite, effectuer autant de simulations qu'il veut pour vérifier son choix, et à chaque fois avec seulement 1 jour maximum de délai, et on espère qu'avec les puissances informatiques, ce délai va encore descendre. Donc au final, c'est vraiment intéressant dans les cas les plus complexes. Dans les cas les moins complexes, ça peut rallonger un petit peu son process à lui, mais en même temps, on lui fait gagner du temps perso, donc il peut quand même apprécier cette solution. Monsieur, j'arrive. Et comment ça se passe avec les fabricants de prothèses? Alors, c'est effectivement un point qu'il ne faut vraiment pas négliger. Donc, à savoir que tel que se place PrediSurge, c'est vraiment un intermédiaire où on souhaite vraiment pas prendre parti pour un fabricant ou un autre. Et c'est là où justement il faut que le praticien puisse donner des données d'entrée sur sa prothèse s'il le souhaite. Donc s'il est habitué à un fabricant, c'est lui qui va dire bah, moi je veux travailler avec ce fabricant-là, maintenant vous vous débrouillez pour trouver une prothèse qui va, etc. Mais je veux garder la main. Donc le but c'est vraiment d'être neutre par rapport à ça. Et donc de garder le choix, enfin c'est toujours le praticien qui va au final valider la commande, etc. Et il a toujours des habitudes, donc il va toujours s'orienter en fait plus ou moins vers un fabricant avec lequel il est habitué au bloc à agir, sachant qu'il y a quand même des petites spécificités suivant les prothèses. Et donc après, par contre, il y a un autre volet aussi, c'est qu'on doit modéliser les prothèses des fabricants. Et donc là, on essaye de les intéresser parce que donc nous, on a besoin des données, et eux, par contre, l'outil qu'on propose, ça peut aussi les aider, que ce soit en termes de développement, en R&D pour eux, que ce soit pour avoir d'autres moyens de communication en fait, auprès des praticiens. Enfin, ils peuvent aussi s'y retrouver, donc c'est ce qu'on essaye de leur démontrer, et pour les inclure vraiment dans le développement Voilà. Oui, monsieur. La prothèse, elle est en quel matériau? Est-ce que c'est du plastique ou est-ce que c'est une matière textile? Alors c'est donc du textile, c'est principalement du PTFE, sur lequel sont cousus donc, des stents qui eux sont en nitinol. Donc c'est un alliage qui a des propriétés super élastiques et qui lui permet en fait d'être comprimé à l'intérieur d'une gaine pour être inséré à l'intérieur des artères. Voilà. Mais c'est du textile. Ouais. Bon, sur ces considérations techniques, merci beaucoup pour cette intervention. Oui, vous pouvez y aller, hein, parce que